Toi, je viens de lire un commentaire, lequel je vais encore réagir en vidéo parce qu'il est absolument excellent. Très important pour vous, les amis, de vous foutre dans la tête ce que je vais vous lire dans les prochaines secondes. Je vais lire le commentaire et ensuite je vais y réagir. Alors, j'ai remarqué que de plus en plus de gens en France, enfin, que plus les gens en France sont pauvres, plus ils vont regarder les chaînes anxiogènes d'actualité, la politique, écouter des discours qui ne font qu'alimenter leur misère sociale, financière, en espérant un changement dans leur vie. D'où leur dépression chronique. Les Français riches, eux, ne s'attardent pas sur les news, ils se paient des loisirs, ils voyagent, sont détendus, habitent loin des villes surpeuplées, remplies de gens crispés, stressés, perdus dans la rat race. C'est tellement vrai, les amis. C'est. Alors. Et tu vois, d'un côté, c'est normal. Parce que déjà, quand tu as du fric, généralement, tu es occupé. Et c'est pour ça que souvent, vous entendez des gens qui sont riches dire: ah, moi, je travaille 10 heures par jour, je travaille 15 heures par jour. Mais il y a quand même une différence. C'est que le riche, il bosse 15 heures par jour, mais il bosse sur ses projets. Il bosse sur les projets qui le passionnent, sur les projets qui le stimulent, sur les projets aussi qui vont compound. Compound, ça veut dire c'est les intérêts cumulés, composés. Ça veut dire que ce qu'il est en train de bâtir aujourd'hui lui rapportera demain, après-demain, après-après-demain, etc. Il n'est pas dans une rat race. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de faire un job qu'à la fin du mois, il faut tout recommencer parce que là, il n'y a plus d'argent. Vous voyez la différence? Et c'est pour ça en fait qu'ils sont motivés à toujours travailler. Ça, c'est un truc que les riches disent jamais. Ils disent toujours: oh, moi je travaille, c'est pour ça que j'ai du succès. Mais c'est aussi parce que nous, quand on bosse sur les trucs qui nous intéressent. Toi. Alors que quand tu bosses dans une rat race pour un patron insupportable, pour un salaire de misère, c'est bien normal que tu sois découragé. Mais c'est vrai, il y a encore autre chose, c'est que les riches appellent travail des choses qui sont plus ou moins du travail. Mais je te prends un exemple cliché. Attends. La femme de ménage a terminé l'Airbnb. Je te prends un exemple cliché. Quand un riche va au restaurant avec un ami, avec un client, avec quelqu'un avec qui veut potentiellement faire du business, il peut appeler ça travailler. Quand un riche, ou on va dire un entrepreneur en ligne par exemple, va sur un podcast, on va lui demander son avis, il va passer 1 heure et demie à se la péter, à raconter sa vie, à dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis le meilleur. Et il va appeler ça du travail. Tu vois, le gars, s'il prend l'avion pour aller à Dubaï ou je ne sais où, faire la tournée des podcasts, il va appeler ça du travail. Mais c'est un peu des vacances en fait. Tu vois. Mais comme ça va lui rapporter, il va pouvoir mettre ça en ligne, etc., il appelle ça du travail. Mais c'est vrai, les gens qui sont dans l'aisance, qui sont dans l'abondance, n'ont pas le temps de passer en permanence leur journée à regarder des médias anxiogènes. Alors que les gens qui sont pauvres, eux, si, ils n'ont que ça à faire. Il y a aussi un autre biais psychologique qui affecte les riches autant que les pauvres, c'est que quand vous êtes dans la réussite, et surtout si vous êtes né dans la réussite, vous n'avez au fait aucun intérêt à remettre en cause le fonctionnement de la société. C'est aussi con que ça. Quelqu'un qui est né, voilà, il est né d'une famille bourgeoise, il a fait ses études, il a réussi, tout lui a réussi, il ne va pas remettre en cause le système. Et même, non seulement il n'a aucune envie, il n'a aucun intérêt à aller chercher ce qui ne va pas, parce que pour lui tout va bien, mais même si tu vas lui apporter des informations, tu vas lui montrer ce qui ne va pas, il va être susceptible de rejeter cette information. Parce que pourquoi voudrait-il remettre en cause un système où tout lui réussit? Et ce biais psychologique s'applique aussi également à ceux qui sont dans l'échec. Pourquoi tu vois autant de gens qui sont, tu regardes dans les sphères conspirationnistes, etc., pourquoi il y a autant de gens qui sont dans l'échec? Attention, je ne dis pas que toutes les théories de la conspiration sont fausses ou que tous les conspis sont dans l'échec. Mais tu as constaté que dans les sphères conspi, il y a pas mal de gens qui sont un peu dans l'échec ou dans le ressentiment. Pourquoi? Parce que pareil, il y a un incentive. C'est des gens qui sont dans l'échec, donc ils cherchent à remettre en cause le système. Et du côté des riches et des pauvres, il y a un biais psychologique. C'est-à-dire qu'aucun des deux n'est réellement intéressé à trier le bon grain de livret, à connaître la vérité vraie. Le pauvre, il a envie de dire que le système est haché parce qu'il est dans la merde, et le riche, il a envie de dire que le système est génial parce qu'il réussit. Généralement, les deux se trompent. Mais du coup, voilà. Et, donc oui, tu bosses sur les chantiers, tu galères. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu es dans le transport en commun? Tu vas regarder les news. Tu vois? Alors que le riche, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il regarde Instagram, il regarde Pinterest. Il se dit: putain, j'ai envie d'aller visiter cette destination. Putain, j'ai envie d'aller faire un tour là-bas. Putain, j'ai envie d'acheter ce truc-là.
Tu vois, il est sollicité, c'est aussi des gens qui ont des vies sociales actives. Généralement, les gens qui sont haut de l'échelle sociale ont des vies sociales actives. Ils sont toujours invités à droite et à gauche. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Donc, ils n'ont pas forcément le temps d'écouter ces médias anxiogènes. Et donc, ça crée un cercle vicieux parce que tu as d'un côté des gens friqués qui sont toujours en train de s'ouvrir l'esprit, de voyager, de rencontrer, de tester des choses, d'essayer des choses. Et généralement, comme ils ont les moyens et qu'ils ont le réseau, en plus, ça marche ce qu'ils font. Et donc, ça les renforce. Et de l'autre côté, tu as des gens qui sont dans l'échec et qui, du coup, broient du noir, vont aller chercher des médias qui vont les conforter dans leur vision, comme quoi que le monde va mal, etc., que finalement les choses sont injustes, etc. Et ça leur fait rentrer la négativité dans la tête. Et du coup, ils ont même plus envie d'essayer quoi que ce soit. Il y a un concept que je vous encourage vraiment à étudier, c'est le concept de l'impuissance apprise. C'est une expérience qu'ils ont fait sur des animaux, je crois sur des rats ou sur des chiens. C'est une expérience cruelle, donc les gens qui ont fait ça sont des gros fils de pute. Mais néanmoins, ça nous apprend quelque chose. Et ce que ça nous apprend, c'est quand on essaye et qu'on échoue encore et encore et encore, quand on a passé la vie dans l'échec, et bien plus on échoue en fait et moins on est susceptible de réessayer. Alors à contrario, évidemment, plus on va réussir, plus on a envie de réessayer. Et le pire, c'est que comme on a réussi, on sait ce qui marche. En plus, on a un track record, en plus, on a de l'argent. Donc, il y a un côté psychologique, mais il y a aussi un côté concret. C'est le gars, il a du succès. Donc, ça va vraiment l'encourager à réussir davantage. Donc, vous avez des gens qui essaient de plus en plus, qui lancent, qui testent. Et ça marche, et ça marche, et ça marche. Et il y en a qui testent un truc, ça ne marche pas. Ils réessayent une deuxième fois, ça ne marche plus trop. Il réessaye une troisième fois, mais vraiment, il n'essaie plus vraiment parce qu'il en a marre d'échouer. Ça foire encore, il n'essaiera plus la quatrième fois. Tu vois, il ne va plus essayer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans la résignation, il passe son temps à consommer des médias anxiogènes qui vont le renforcer, qui vont lui dire mais t'inquiète, c'est normal si tu échoues, c'est parce que la société va mal, c'est parce que ceci, c'est parce que l'inflation, c'est parce que l'Ukraine. Tu vois. Les politiciens sont très forts là-dedans. C'est pour ça aussi que je suis contre la démocratie. Parce que la démocratie, c'est flatter la masse. Et comment tu flattes la masse? Tu vas lui dire deux choses. Tu vas dire, un, c'est pas de ta faute. Et deux, là, t'inquiète pas, on a la solution, on va prendre. Tu vois, les gens qui ont ce que tu veux, on va leur prendre, on va te le donner à toi. C'est bien comme idée ça. Hein, et là, les gens, ouais. C'est pas de ta faute. Et on va prendre à ceux qui ont et on va te le donner à toi. Parce que finalement, les gens sont privilégiés, c'est ça le riche. Tu vois. Après, la démocratie, tu vois, la démocratie athénienne, on sait, c'était 1% des gens qui votaient. C'était que des propriétaires ultra riches, que des gens qui étaient éduqués, qui avaient fait de hautes études, etc. 99% de la population, c'était des esclaves ou bien des gens qui étaient pas forcément des esclaves, mais en tout cas qui n'avaient pas de droit en politique. Donc c'était une démocratie, mais les gens qui votaient, c'était le 1% des meilleurs. Donc en fait, c'était une aristocratie. Tu vois. Et on pourrait aussi faire l'argument inverse. Dans l'aristocratie, en fait, c'est les nobles qui décident, mais évidemment que les nobles eux-mêmes, comment dirais-je, même s'ils ne vont pas voter, ils vont se concerter, ils vont réfléchir, il va y avoir des jeux de pouvoir, il va y avoir des réseaux, des alliances. Donc ça fait quand même un petit groupe de personnes qui sont obligées de travailler entre eux pour faire évoluer la société. C'est presque la même chose entre une aristocratie où officiellement ça ne vote pas, mais où il y a quand même 100 ou 1000 personnes qui sont obligées de travailler entre eux, de faire des compromis entre eux pour faire avancer la société, ou une démocratie où en fait il y a 1% de la population qui vote et c'est tous l'élite, que les mecs qui sont super bien rankés dans l'armée ou dans la politique ou dans la magistrature ou des grands propriétaires, etc., comme c'était le cas dans la Grèce antique, ça revient au même. Mais à partir du moment où tu vas prendre 60 millions de personnes, tu vas les faire voter, obligatoirement ça va être la catastrophe. Bref. Tout ça pour dire très bon commentaire de la part de Géna. C'est quelqu'un qui a répondu, il a dit réel. Ah ouais, le gars il a répondu, il a compris tout de suite que c'était la réalité. Et le fait en plus de voyager, de pouvoir avoir accès, je vous ai parlé du mindset les amis. Quand tu vas être dans un penthouse, quand tu vas être dans une belle maison avec une belle vue, l'impact que ça a sur ton mindset, tu vois ce que je veux dire? Je vous ai fait une vidéo où je vous explique, j'ai fait deux scénarios. C'est le gars qui va au restaurant, dans un beau restaurant, bien habillé, discuter business avec un pote à lui. Et l'autre qui va faire la même chose, mais dans un kebab, et son pote, c'est un gros loser. Mais même si le gars, initialement, c'est le même gars, entre celui qui allait dans le resto et qui a discuté avec un pote ouvert d'esprit, qui sont bien sapés, tu vois, ils sont allés dans le meilleur resto de la ville,
Et le même gars, il allait dans un kebab, il a discuté des mêmes choses avec son pote qui est un putain de loser. Quand ils vont sortir de cette rencontre, c'est pas du tout les mêmes idées qui vont être gravées là-dedans. C'est pas les mêmes sentiments, tu vois. Il y a aussi évidemment le côté réseautage. Quand tu vas inviter des amis chez toi, si tu habites dans un bel endroit, tu vois, ça te donne de la crédibilité. Et même ça stimule des discussions plus high level, quoi. Si tu es bloqué dans ton HLM ou en bas des blocs, ça va être dur, quoi. Donc voilà, très bonne réflexion de la part de Jenna. C'est un peu en anglais ils appellent ça le Matthew Principle. Le principe de Matthieu, en fait, c'est cette phrase dans l'évangile de Saint Matthieu qui dit à ceux qui ont, on donnera encore davantage, et à ceux qui n'ont pas, on retirera même ceux qu'ils ont. Évidemment, dans la Bible, c'est à apprendre au point de vue spirituel, mais on peut carrément appliquer cette phrase dans le monde matériel. Je veux dire, c'est les prédateurs dans la nature qui sont les plus forts, qui sont les plus en santé, qui sont le mieux adaptés à leur environnement, c'est eux qui vont bouffer le plus de proies, qui vont gagner du territoire. Et du coup, leur gène, leur façon de faire, leur technique de chasse vont se mainstreamiser, alors que ceux qui sont les plus faibles vont être petit à petit à disparaître ou à s'isoler ou à trouver un endroit où ils vont pouvoir effectivement être mieux adaptés. Okay, la question, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, qui est le plus intelligent, qui est le plus faible. Parce que des fois, il y a des gens qui sont cons comme des balais, mais ils ont juste de la chance, ils sont dans le bon environnement, et dans cet environnement, c'est ça qu'il faut faire, et ils font ça, et ils réussissent. Combien il y a d'influenceurs teubés qui viennent d'une banlieue pourrie en France, qui font de la merde sur les réseaux, mais comme il y a plein de merdeux qui les suivent, ça leur fait de l'audimat et ils gagnent plein de fric. C'est pas des génies, c'est pas des gens que je vous encourage à suivre, mais il se trouve qu'ils étaient très bien adaptés à leur environnement de débiles mentaux, et ils ont gagné plein de fric. Donc il y a vraiment ce côté-là, vous voyez, mais bon, moi je vous encourage vraiment à couper court avec tout ce qui est en bas et à vous connecter avec ce qui est en haut. D'accord? Dans tous les domaines que ce soit. Et ça commence effectivement, comme j'en parlais dans cette vidéo, à arrêter de vous remplir le cerveau avec des bêtises, avec du négatif, que ce soit les contenus télévisés, que ce soit les youtubeurs qui chialent, que ce soit les losers qui trouvent des excuses. Et encore une fois, des fois les excuses sont vraies. C'est ça le pire. T'écoutes un mec peut te parler de tout ce qui ne va pas dans la société pendant 3 heures, et chaque phrase qui va te sortir, c'est la vérité. Pourtant, si tu écoutes ce gars-là, tu vas sortir de cette discussion, tu seras éreinté, tu auras envie de rien faire. Tu vois, si tu veux avoir une chance de t'en sortir, il faut essayer. Et pour essayer, il faut croire que ça puisse marcher. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui essayent vont réussir. Mais ceux qui n'essayent pas, ils ne vont pas réussir, ça c'est sûr. Voilà les amis, c'était une petite réflexion là par rapport à ce très bon commentaire. On a aussi eu plein d'autres très bons commentaires. Je vais vous répondre les gars, j'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires, mais je vais répondre, j'ai eu plein de commentaires. Mais celui-là, il m'a marqué, donc je voulais faire une petite vidéo pour en parler. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Père Digital. Ciao les amis. Avant de quitter la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner au lounge. Vous avez plein de contenus gratuits en commentaire, les gens qui disent mais je sais pas quoi faire, je sais pas dans quoi me lancer. Je vous parle d'Airbnb, je vous parle de business en ligne, je vous parle de mindset, je vous parle d'expatriation. Rien ne se met en place en 24 heures. J'allais dire presque, sauf Airbnb. Airbnb, ça peut vraiment marcher vite. C'est pour ça que j'en parle souvent. Franchement, ça peut marcher vite. Ça marche vite si ça marche dans votre ville, dans votre coin, ou bien dans une ville alentour. Et c'est pourquoi, comme je vous l'explique, c'est ce que j'aime bien dans ce business model, on va utiliser un tool avant même de perdre son temps de se lancer, un tool qui va nous dire en 5 minutes si le business est rentable pour nous ou non. Si ce n'est pas rentable pour vous, vous savez que ça ne sert à rien de le faire. Ou alors il faut faire dans une autre ville. Mais au moins, ça peut aller vite. Mais les autres trucs, généralement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Une expatriation, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Sauf si vous avez 20 ans, vous êtes backpacker et que vous vous en foutez. Mais monter un business online, monter une affaire qui marche, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et la première année, ça va être beaucoup de travail. Mais il n'y a que ça. C'est ça ou gagner au loto ou rien faire en fait. Donc vous attendez quoi? Checkez les contenus gratuits en description, les amis. Abonnez-vous au lounge, mettez des commentaires. Et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Empire Digital demain. Ciao.